Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Kevin, ça va très bien, merci beaucoup. Et Eh ben toi? écoute, merci, très bien, très bien. C'est le premier épisode de l'année pour moi. J'avais Ok, fait une petite pause là en janvier, profiter un peu de la montagne. t'as bien fait, t'as bien fait. Et je suis ravi de te recevoir sur Objectif Mental. Merci. On va parler aujourd'hui de préparation mentale, mais sous un angle particulier, puisque tu es préparateur mental, coach en entreprise et que tu es formé en sophrologie. C'est ça. Et tu m'as très justement proposé de parler de la sophrologie aujourd'hui. Alors Mhm. moi, c'est une discipline que je ne connais pas ou très peu. Ok. Et donc je suis ravi de le découvrir avec toi et de le faire découvrir aux auditeurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori, de préjugés et finalement on ne sait pas vraiment ce que Mhm. c'est, quoi. Mhm. Comme nouveauté cette année, on va changer un peu l'introduction. Ce que je te propose, c'est de commencer par un vrai ou faux, Ok, super. avec des affirmations sur la sophrologie. Tu réponds D'accord. par vrai ou faux et tu peux compléter si t'as envie. Ok. Ok. Donc il y en a 7. Alors la première, c'est la sophrologie, c'est pour les gens perchés. Pas du tout. Parce que la sophrologie, c'est très terre à terre. On va l'utiliser dans toutes les situations de vie de tous les jours. Et j'allais dire, c'est très pratico-pratique. Ok. Ensuite, ça aide uniquement à se relaxer. Alors non, la relaxation, ça fait partie des composantes, des techniques qu'on utilise en sophro, mais c'est pas du tout la seule. Donc c'est pas uniquement de la relaxation, la sophro. Intéressant. Bah, déjà ça, tu vois, pour moi, moi, je pensais que c'était ça. Non, Donc la sophrologie, c'est de la thérapie. non, pas du tout. Il n'y a aucune approche psychothérapeutique en sophro. Et la sophro, c'est au contraire quelque chose qui vient en support de tas de choses. Donc ça peut venir en support de quelqu'un qui est en parallèle en psychothérapie. La sophro, ça peut venir en support de traitements médicaux. Mais en aucun cas, en fait, la sophro ne remplace le domaine médical. En aucun cas, la sophro ne remplace la psychothérapie. Et la sophro, ce n'est pas de la psychothérapie. Ok. Ensuite, quatrième affirmation. Alors c'est juste respirer. Alors, c'est pareil. Oui, la sophro, c'est apprendre à respirer, mais ce n'est pas juste respirer. Puisque on va dire que la respiration, les techniques de respiration, ça fait partie intégrante de la sophro. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la relaxation, la respiration, et la troisième composante de la sophro, c'est la visualisation mentale. Hmm. Donc, non, la sophro, c'est pas uniquement respirer. On va revenir là-dessus sur la partie visualisation, puisque ça Ouais. aussi, ça me surprend, tu vois. Alors on a aussi, on peut pratiquer en 3 minutes sans s'allonger. Ah bah tout à fait. Parce que la sophro, il y a un process d'apprentissage, d'entraînement, mais une fois qu'on est très à l'aise, on peut utiliser un protocole de sophro en 10 secondes avant de prendre la parole pour un podcast, par exemple. Ça aurait pu me servir juste avant. Euh, et bah ouais, parce que tu viens de le dire, mais on peut utiliser la sophrologie juste avant une échéance, un match, une prise de parole, un examen. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que dans toutes les situations où il y a un enjeu, on peut se préparer avant avec la sophro à ces situations. Et on peut même utiliser des techniques de sophro pendant la compétition, pendant le moment. Pendant la... Ok. Oui, si par exemple on sent qu'on est un peu tendu, un peu stressé, on peut faire une micro-pause, respirer, calmer sa respiration. On pourrait utiliser une image mentale, par exemple, pour fixer son point d'attention pendant que on est en train de prendre la parole. Donc, ouais, on peut utiliser de la sophro in situ dans une situation. Ok, je retiens. On va essayer aussi de revenir là-dessus. Pendant le moment, je pensais pas, tu vois. Et la dernière, plus on se détend, plus on performe. Alors, faudrait définir ce qu'on attend sur le mot de la détente. C'est-à-dire qu'effectivement, apprendre à se relâcher intentionnellement, c'est important à certains moments pour la perf. Mais non, si on est aussi tout mou, parce qu'on est trop relâché, bah non, on n'est pas performant. Donc, c'est pas tout à fait exact de dire que le relâchement, en fait, ça contribue systématiquement à la performance. Pas Ouais, du tout même. c'était dans ce sens-là, tu vois, si on est Ouais. complètement, on va Non. dire, désactivé, quoi. Non, non, Hmm. justement, c'est là où, par exemple, souvent c'est inconnu, mais la sophro a des protocoles qui permettent de s'activer. Donc, au Hmm. contraire, qui permettent de se monter en énergie, pas de Ok. se relâcher. C'est-à-dire que, en fait, on considère que on a une zone d'activation optimale
Des fois, on peut être au-dessus de cette zone, ça veut dire qu'on est trop excité, trop stressé, donc il faut essayer de se ramener dans cette zone. Mais à l'inverse, on peut être écrasé par un enjeu et donc on est sous-activé. Un peu Et tétanisé. exactement. Et à ce moment-là, il faut pouvoir au contraire s'activer. Et il y a des protocoles de sophro qui permettent de se dynamiser. Donc en Intéressant. fait, au contraire, de se monter en énergie pour être dans la bonne zone d'activation. Ok, génial. Alors, on est rentré rapidement dans le vif. Ouais. Alors, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai envie d'explorer, mais c'est génial. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail que ce que je l'ai fait au début de l'épisode? Ouais. Alors donc moi je m'appelle Pierre Cochat, j'ai 57 ans. Donc effectivement, je suis coach de dirigeants, préparateur mental pour des sportifs de haut niveau et sophrologue. Je fais ce métier depuis 2012. En tant que préparateur mental, je suis référencé à la Fédé d'athlétisme, à la Fédé d'équitation, et je suis accompagnateur à la performance à l'INSEP. Et dans une première partie de ma vie, en fait, j'ai été dirigeant d'entreprise, puisque j'ai créé une entreprise dans les services informatiques que j'ai dirigée pendant 25 ans. Voilà. Donc, j'ai été dirigeant d'entreprise avec tout ce que ça sous-entend. Puis, j'ai fait une reconversion professionnelle dans la période de mes 40 ans pour exercer les métiers que j'exerce aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le point de bascule entre ta carrière d'entrepreneur et de coach, en fait, ensuite? Eh ben, c'est le fait que bon, moi, j'ai toujours fait déjà du sport en étant très jeune, de l'athlé, puis du triathlon. Donc, en fait, le sport, on est habitué à avoir un entraîneur, à être coaché, donc à être accompagné. Après, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai été coaché. Mais je parle de coaching de dirigeant. Moi, c'était en 1900. Mon premier coaching, c'était 1998. Donc, on ne parle pas du coaching de dirigeant de 2026. Oui, oui, oui. Et en fait, voilà, ça a été quand même un combo important. Et puis, bah, moi, j'arrivais aussi à un moment où les services informatiques ne me parlaient plus, ça n'avait plus de sens pour moi. Et donc, quand on met tout ça un peu dans le checker, c'est ce qui m'a donné envie de repartir sur tout à fait autre chose. Ok. Et donc, tu t'es formé en sophrologie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est? Imaginons que je n'y connais rien. Mhm. Est-ce que tu peux nous le définir? Mhm. Donc, la sophrologie, en fait, c'est une discipline qui a été créée dans les années 60 par Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre, médecin, qui était professeur, enseignant, psychiatre à la faculté de Barcelone. Et c'est quelqu'un en fait qui était très intéressé par à la fois des démarches orientales et des démarches plus occidentales. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup, par exemple, au zen, au yoga, à la méditation. C'est aussi quelqu'un qui était très intéressé par l'hypnose et notamment l'hypnose ericksonienne. Euh, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au yoga. C'est quelqu'un qui était très attiré aussi d'un point de vue philosophique en fait par l'approche philosophique de Platon, mais aussi ce qu'on appelle la phénoménologie de Bieswanger notamment. Et donc, en fait, la sophro, lui, il a eu une approche intégrative parce qu'il est parti de tout ça. Et à partir de toutes ces disciplines, il a pioché dedans pour construire des protocoles. Et en fait, la sophro, si on veut la qualifier, c'est une approche qu'on appelle psychocorporelle, positive. Psycho, parce qu'en fait, on utilise notre tête. Corporelle, parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses avec notre corps en sophro, y compris des formes d'exercices comme au yoga. Et positive, parce que en fait, l'objectif, c'est de développer le positif qui est en nous. C'est d'ancrer le positif qui est en nous, de prendre conscience du positif qui est en nous et de s'appuyer dessus. Voilà. Donc ça, c'est un peu la définition de la sophro. Et comment on l'utilise? Comment tu le mets en place, toi, par exemple, avec des Alors, personnes qui viennent te voir? dans la sophro, je dirais, il y a vraiment deux volets. Il y a un volet de la sophro médicale, parce que, par exemple, la sophro est utilisée par le personnel soignant, par exemple, pour la régulation de la douleur, la gestion de la douleur. Je ne savais pas. Il faut savoir que la sophro, on est ce qu'on appelle un soin support dans le traitement du cancer,
Alors soyons clairs, la sophro, ça ne soigne pas le cancer. Mais ce qu'on appelle un soin support, c'est que ça vient compléter tous les traitements qui sont liés aux chimiothérapies et aux pratiques de traitement du cancer. Ok. Donc ça, je dirais, c'est le domaine, la sphère médicale de la C'est sophro. intéressant, hein, que ce soit utilisé dans la sphère médicale et Ouais. pas seulement de manière ésotérique, tu vois, dans des cas. Ah, complètement. Ouais. Mm. Bah, par exemple, si on prend le cas du cancer, moi, malheureusement, ça m'arrive au cabinet hein, de recevoir des femmes qui sont atteintes, par exemple, d'un cancer du sein. Euh, Par exemple, avec les traitements, il va y avoir perte de cheveux. Et en sophro, ce qui est très important, c'est d'avoir conscience de ce qu'on appelle de notre schéma corporel, c'est-à-dire de notre image de notre corps, d'avoir la sensation au niveau de notre corps, etc. Eh bien, pour ces personnes qui voient, par exemple, leur corps se transformer à cause de la chimio, eh ben, c'est important de les faire se rappeler de leur corps quand il était magnifique, quand il était, j'allais dire, entre guillemets, complet. Mm. Et ça, c'est important puisque, par exemple, on sait très bien que les mécanismes de guérison au niveau du cancer, c'est à la fois il y a une composante médicale, bien sûr, mais il y a une forte composante psychologique qui est le fait de se battre contre la maladie. Donc d'avoir une approche combative pour pas laisser cette maladie prendre le dessus. Et c'est en ce sens, par exemple, que la sophro aide vraiment sur ce sujet-là, qui est un sujet grave, quoi. J'ai eu un échange avec Ilham Ragig, qui était Ouais, multiple championne de France, du monde, d'Europe, de boxe, ouais, qui a eu justement un cancer du sein, et on a fait un épisode là-dessus. ouais, Et elle m'a expliqué ça, en fait, que pour elle, c'était un combat. ouais. Et au même titre que tous les combats qu'elle a fait dans sa carrière, il fallait Ouais, qu'elle se mais batte contre ça, quoi. ouais, c'est Donc très toi, tu juste. peux accompagner aussi Ouais, dans ce sur processus, quoi. voilà. Bon. Ok. Donc le processus de la sophro dans le domaine médical, il y a certains sujets que je ne peux pas accompagner parce que je suis pas moi-même médecin, par Mhm. exemple, Bien sûr. et il y a des choses qui peuvent être liées à des problématiques psychothérapeutiques, et là, c'est les psychologues cliniciens, en fait, qui Mhm. peuvent le faire. Mais il faut savoir que, voilà, dans les hôpitaux, à Gustave Roussy, par exemple, là où il y a l'Institut du cancer, il y a des médecins sophrologues. La sophrologie aussi, par exemple, elle est très souvent utilisée par les obstétriciens, puisqu'il faut savoir que c'est une méthode qui est utilisée pour l'accouchement. D'accord. Donc, C'est intéressant, ça. voilà. Donc ça, c'est la sphère application médicale Mhm. de la sophro. Et puis, il y a la sphère de la vie de tous les jours. Et alors, les grands sujets, je dirais, de la vie de tous les jours qu'on accompagne en sophro, c'est la gestion du stress, la régulation des émotions, la concentration, le fait de se préparer à des situations à venir, quelles qu'elles soient. Moi, par exemple, très souvent, je reçois en sophro des étudiants, des élèves, quelques semaines, mois avant le passage du bac ou des concours pour arriver à passer correctement C'est pour le truc auquel j'ai pensé, hein. ces choses-là. Quand tu m'as dit ça, Voilà, je me réimaginais à l'époque quand je passais des voilà, concours. Ouais. voilà, bah, Mhm. on l'utilise Ouais. là. Et le dernier grand sujet en sophro, c'est tout ce qui est lié aux troubles du sommeil. Ouais, ok. Voilà. Génial. Donc, que ce soit endormissement ou alors que ce soit les réveils nocturnes, etc. Bon, c'est dans les questions, donc c'est parfait. Voilà. On va aussi l'aborder. Quand je t'entends, il y a quand même des croisements avec de la préparation mentale. Oui. Comment toi tu l'intègres, vu que tu es préparateur mental aussi, comment tu l'intègres de ta pratique au quotidien, justement avec des dirigeants, avec des sportifs, comment ça fonctionne? Quelles sont les techniques aussi que tu appliques? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en sophro, on va travailler sur les différentes facettes du temps. C'est-à-dire, on peut travailler sur le passé, on peut travailler sur le présent, on peut travailler sur le futur. Donc par exemple, un des moyens qu'on va utiliser en sophro, c'est par exemple de se rappeler d'une situation passée positive où on était, je ne sais pas, par exemple serein, calme, et donc vraiment de se remémorer, de revivre ces sensations ici et maintenant, c'est-à-dire au moment présent. Donc voilà, ça c'est une des techniques de sophro. Euh, le fait préparer un événement. Donc là, pour le coup, on va se projeter dans le futur. Et donc, c'est cette idée de vivre sereinement et de réussir, j'allais dire, un événement à venir. Alors, réussir, on choisit toujours avec
le participant de définir qu'est-ce qu'on attend par réussite. C'est-à-dire que réussite, c'est pas nécessairement la victoire, c'est pas nécessairement le meilleur chrono. Ça peut être le fait d'utiliser au mieux toutes ses capacités, de faire du mieux qu'on peut ce jour-là, hein. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le fait de vivre, de se projeter positivement dans un événement, mais aussi de vivre toutes les étapes qui permettent d'arriver à cet événement. Et également, en fait, de gérer tous les aléas qui peuvent Hmm. se passer. Parce que si on prend l'exemple d'une compétition, on peut euh, se projeter dans la réussite de ma compétition, mais durant ma compétition, il va se passer des choses que je peux avoir, je dirais, identifiées avant, et puis des choses qui sont pas identifiables parce que c'est pas possible de tout prévoir. Et Ouais. là, il va falloir, je dirais, s'adapter à ce moment-là. Je pensais au sport de jugement, par exemple. Je regardais les boss, là, le ski de boss, le Ouais, ski acrobatique, était en fait dépendant des juges aussi, tu vois. tout à fait, tout Donc à ça, par fait. exemple, ces événements extérieurs, en fait, Et ça peut t'impacter voilà, et fortement. donc exactement, Hmm. exactement. Donc là, par exemple, on voit bien que on a des protocoles de sophro qui permettent de travailler sur ces aspects Ok. de ce qu'on appelle de projection dans le futur. Voilà. Ok. Et donc, comment on va les utiliser? Bah, c'est, je veux dire, à travers des échanges, que ce soit avec l'athlète, si c'est dans le domaine du sport, avec des dirigeants d'entreprise, pour savoir, en fait, si par exemple, une des thématiques, c'est plutôt de travailler sur la confiance en soi. Ben, la confiance en soi, on va aller utiliser des techniques de sophro qui est de, j'allais dire, renforcer le positif, hein, c'est-à-dire de se souvenir en fait de situations où j'ai été fort, où j'ai su faire ce qu'il y avait à faire, j'ai su utiliser mes talents, mes capacités et bien réancrer ces choses-là Mhm. pour que la personne effectivement travaille en fait sur cet élément de confiance en soi. Et ça vient compléter, je dirais, toute l'autre approche de prépa mentale autour de la confiance en soi. C'est-à-dire que là, une fois de plus, la sophro vient en support du travail de préparation mentale sur la confiance en soi. Tout va pas reposer que sur ce protocole. Ok. Et donc, si ça se complète, par exemple, si on prend le sujet de la confiance en soi avant une compétition, comment ça se compléterait, tu vois, la sophrologie, la préparation Bah, mentale? par exemple, en préparation mentale, sur la confiance en soi, on peut demander à l'athlète ou au dirigeant de verbaliser des choses. Hmm. C'est-à-dire, pour lui, ça veut dire quoi être en confiance est-ce que c'est des choses qu'il a déjà éprouvées ou pas Euh, Comment, lui, par exemple, quand il est en confiance, comment il l'imagine, comment il se sent, comment il le ressent peut-être dans son corps. Euh, c'est quoi, pour lui, quels sont les éléments, par exemple, qui peuvent le stresser, qui Ok. peuvent être des stresseurs. Donc, voilà, donc tout ce travail, par exemple, de verbalisation sur une situation, bon, ça, un prépa mental, il va travailler classiquement dessus. Ok. Après, je dirais assez classiquement, les préparateurs mentaux, ils vont utiliser peut-être des techniques de respiration, parce que ça, c'est important pour réguler les choses. Mais justement, en sophro, comme on utilise vraiment une palette très très large, puisque on utilise des techniques qui viennent une fois de plus de l'hypnose ericksonienne, du yoga, de la respiration, de ce qu'on appelle la relaxation dynamique, de la visualisation, bah, comment les techniques qu'on va utiliser pour développer, je dirais, l'habileté mentale autour de la confiance en soi, c'est vraiment en sophro un panel, une boîte à outils qui est un panel très large en fait. Tu aurais un exemple d'accompagnement que tu as pu mettre en place avec un athlète ou un dirigeant même, tu vois, avant une échéance, en utilisant plusieurs outils de la sophrologie Ouais, ouais, je peux en parler. Par exemple, bah là, c'est les JO d'hiver. Moi, j'accompagne des jeunes biathlètes, donc notamment Alexis Bernard, qui était un jeune biathlète qui maintenant fait plutôt du triathlon, mais qui est aussi guide pour Ok. les malvoyants. Et puis j'accompagne aussi Léo Carlier, donc qui est un biathlète de l'équipe de France qui a 19 ans. Euh, Par exemple, on a travaillé avec eux, on a travaillé par exemple sur justement des protocoles d'activation.
Mmh. C'est-à-dire, hem, comment en fait, arriver à être, activé, physiquement et psychologiquement, 1 heure avant le départ, 5 minutes avant le départ et juste quand tu es sous les ordres du starter. Hem, les 2 avaient leur échauffement, classique, voilà, que tu remets pas en question. Mais l'idée, c'est comment je peux compléter ça pour être, psychologiquement, mentalement activé. Donc comment on a fait? Bah, par exemple, on a commencé par apprendre des techniques de respiration. Plutôt des techniques de respiration qui permettent d'être, plutôt dynamique et qui favorisent la concentration. Le type pas respiration carrée, d'autres types de respiration? Voilà, par exemple, très juste, dans la Mmh. respiration qui favorise la concentration, la respiration carrée, ça en fait partie. Mmh. Les respirations dynamisantes, c'est des respirations où l'expiration est courte par rapport à l'inspiration. C'est-à-dire, j'inspire longtemps et je souffle d'un coup. Un mécanisme comme ça, c'est typiquement une respiration dynamisante. Et il en existe d'autres. Tu arriverais à nous expliquer pourquoi? Et pourquoi pas l'inverse, tu Et vois? ben parce que justement l'inverse, par exemple, si je fais et que je souffle très longtemps, Oui, c'est plus la détente, c'est vrai, ouais. Mmh. ça, en fait, ça active le nerf vague OK. chez nous et donc ça active au contraire le relâchement. Ça active le fait de calmer, justement le et donc c'est plutôt relaxant. Donc une respiration où l'expiration est plus longue que l'inspiration, c'est une respiration apaisante. Alors que à l'inverse, quand notre expiration est très courte, au contraire, elle est dynamisante. Donc, par exemple, pour ces protocoles d'activation à travers la respiration, en sophro, on a ce qu'on appelle la relaxation dynamique. C'est-à-dire que c'est apprendre à se relâcher par le mouvement. Et il y a plein de formes de mouvements différents. Parce que, comme je disais, la sophro, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle prendre conscience de notre schéma corporel. C'est-à-dire notre schéma corporel, c'est la forme de notre corps, mais c'est aussi avoir conscience des sensations, par exemple, au niveau de ma tête, au niveau de mon cou, de mes épaules, de mes bras, donc vraiment toutes les parties du corps. Mmh. Ça, c'est déjà un vrai travail hein, en sophro, parce qu'en fait, très souvent, même des athlètes qui sont pourtant très centrés sur le corps, Sur le physique, ouais, ouais. Mmh. voilà, ils Mmh. n'ont pas complètement la perception de leur schéma corporel. C'est dingue. OK. C'est-à-dire, ils ont des zones aveugles. C'est-à-dire, ils ont des zones où ils perçoivent pas du tout les sensations au niveau de certaines parties de leur corps. C'est marrant ça. Euh, donc, ça, par exemple, développer cette prise de conscience de son schéma corporel en sophro, c'est vraiment central. Ça fait partie des choses qu'on apprend quasiment dès le début. OK. Voilà. Ça pourrait être quoi? Via du yoga? Via Exactement, imaginer, exactement. À travers, donc, justement, dans ce qu'on appelle la relaxation dynamique Mmh en mh. sophro, eh ben, c'est des formes d'exercices que Caicedo est allé piquer au yoga. Mmh. Donc, c'est par exemple des mouvements au niveau des épaules, c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle le pompage, comme l'image des Shadok, hein, c'est-à-dire on monte les épaules et on pompe les épaules. Ça va être des mouvements de mouliner des bras. Ça va être le fait de sauter sur place. Ça va être le fait de faire des rotations au niveau du bassin. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc par exemple, dans notre cas de nos biathlètes, là, quand on leur a fait, je leur ai fait essayer différentes formes et ils ont choisi ce qui leur parlait le plus. Parce que, en fait, c'est pas moi qui impose, on est dans un travail de co-construction. Voilà. Donc, respiration, technique d'activation du corps, hein, donc d'activation du corps via des techniques donc de ce que j'appelle cette relaxation dynamique. Troisième facteur, visualisation mentale. C'est-à-dire, OK, 1 heure avant le départ, est-ce que j'ai envie de prendre une certaine forme de visualisation 1 minute avant, et quand je suis sous les ordres du starter, voilà, sur quoi je veux porter mon attention. Sachant que la visualisation mentale, on va être dans une visualisation mentale basée sur tous nos sens, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle les sens internes et les sens externes. Donc les sens internes, c'est, on va dire, les classiques visuels, auditifs, le toucher, l'odeur, le goût. Mmh. Et les sens externes, c'est par exemple la proprioception, Mmh. c'est avoir le sens de l'équilibre,
c'est avoir la perception justement de son schéma corporel. C'est le fait de percevoir, par exemple, la chaleur ou la fraîcheur. Voilà. Mm. Donc, tu as reçu Émeric Guyot, qui est vraiment pour moi la personne référente en termes de visualisation mentale. Il l'explique très très bien qu'effectivement, une image, elle est puissante si on utilise nos sens, tous nos sens. Voilà. Et en sophro, donc on va utiliser nos sens pour la visualisation. Et en même temps, on peut avoir ce qu'on appelle une visualisation dissociée ou associée. C'est-à-dire associée, je suis dans l'image, Mhm. c'est moi et je suis acteur de l'image, comme si j'avais en fait une sorte de caméra sur la tête, quoi. Comme une GoPro, quoi. Voilà. Mm. Et dissocié, c'est je me regarde dans un écran. Je me regarde faire. Ok. Voilà. Plutôt de haut, comme ça. De haut. Ouais. Voilà. Et on peut faire ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire on passe de l'un à l'autre, à associer, dissocier, associer, dissocier. Voilà. Et donc, on va utiliser, par exemple, une imagerie, une image mentale aussi qu'on va pouvoir, par exemple, euh, associer justement au fait d'être activé au bon niveau d'intensité. Et ce qui est intéressant dans ce protocole d'activation, c'est que quand on est 1 heure avant le départ, on a entre guillemets un peu de temps. Donc mon protocole d'activation, il va peut-être durer, je dis n'importe quoi, 3 minutes. Mais quand je suis à 5 minutes du départ, je ne peux pas utiliser le même protocole, il me reste plus que 5 minutes. Et pour autant, je veux rester actif. Ben, je vais avoir un protocole court. Donc, l'athlète va partir de son protocole long, qui va raccourcir pour en faire peut-être un protocole sur, je ne sais pas moi, 30 secondes, 10 secondes. Et puis quand il est dans les ordres du starter, bah là, il est complètement focus, quoi. Là, c'est parti, quoi. Et c'est parti. Ouais. Ça me fait vraiment penser. Moi, je joue au foot, j'ai dit dans plusieurs podcasts. Mais il y a des matchs où j'arrivais tu sais, un peu en détente comme ça, donc non activé. Et en fait, tu commences ton match et c'est cata, quoi. Tu rates tes premières passes, tu rates tes premiers Ouais, contrôles. ouais, Donc c'est super intéressant ce que tu dis là sur l'activation. exactement. Et on voit vraiment la différence. Et à ce moment-là, moi, je le percevais pas. Peut-être que j'étais trop jeune ou, enfin, en fait, on m'avait jamais parlé de ces On t'en avait techniques-là. peut-être jamais Tu vois. parlé, et puis voilà. C'est dommage, mais c'est pareil, je pense aussi même dans la vie professionnelle. Tu vois, Complètement. tu commences des réunions, tu es là, tu es un peu Tout à fait. la tête en l'air comme ça, Tout à fait. et tu passes à côté du truc, ou des Tout à fait. présentations, même des podcasts, tu sais. Là, je suis arrivé aujourd'hui, j'étais vraiment tu vois, dedans, Mm. mais c'est arrivé, ou des épisodes où j'arrivais, j'étais un peu trop en Mm. dilettante, quoi. Mm. Je pense que ça peut servir à tout le monde dans la vie Ah, du complètement. quotidien, quoi. Moi, par exemple, comme donc j'ai une partie de mon activité dans le milieu de l'entreprise, Mhm. j'utilise les mêmes techniques. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes techniques Ah, appliquées différemment, quoi. appliquées différemment, Ouais. dans des protocoles différents. Mm. Mais moi, j'accompagne des dirigeants ou des managers. Quand tu dois faire, je sais pas moi, ta réunion semestrielle de tes équipes avec une prise de parole où tu dois présenter des résultats et puis les perspectives. Je veux dire, si tu as la préparation du fond de ton discours, ok, mais après, c'est comment toi tu te prépares avant. Et puis, ok, au moment où le micro, on te le tend, t'es dedans ou t'es pas dedans, quoi. Donc, c'est exactement la même chose. J'ai fait un épisode avec Stéphane André qui a créé l'école de l'art oratoire, et donc qui nous a appris un peu toutes ces techniques pendant tu vois, les présentations, mais pas la gestion du stress avant. Et finalement, c'est ça qui Oui, bloque aussi les personnes, quoi. oui. Par exemple, si demain une personne a une présentation importante devant 50 personnes, 100 personnes, comment toi tu l'aiderais à gérer ce stress, tu vois, de prise de parole? Alors déjà, il faut avoir conscience que la prépa mentale et la sophro, de ce point de vue-là, c'est la même chose. C'est pas magique. Mm. C'est-à-dire que si on ne s'entraîne pas en préparation mentale, si on ne s'entraîne pas en sophrologie, ça ne sert à rien. On n'y arrive pas. C'est pas en le faisant une fois Non, que c'est on pas va en le annuler faisant. tous les... Voilà. Ouais, ouais. Ce qui veut dire que ce soit en prépa mentale ou en sophro, on doit régulièrement pratiquer. Voilà. Et ça, c'est vraiment la base de la sophro, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient en sophrologie, il a les séances avec son sophrologue, mais entre les séances,
il doit s'entraîner, il doit pratiquer parce qu'il faut qu'il intègre, en fait, qu'il apprenne, qu'il automatise les choses. Donc déjà, je dirais à une personne, voilà, il faut aller chercher des outils dans la boîte à outils, mais il faut les avoir appris. Donc, Mmh. par exemple, ça peut être là, on peut se baser sur les techniques de respiration. Mais une fois de plus, si tu t'es pas entraîné aux techniques de respiration avant et que tu les utilises pour la première fois ou deux, trois fois juste avant de prendre la parole, bon, ça va être très, très limité comme apport. Après, moi, j'aide, je, je fais beaucoup parler la personne pour savoir euh, comment elle ressent son stress, où elle ressent son stress dans son corps, c'est quoi les choses qui peuvent la stresser dans la prise de parole. C'est aussi te faire prendre conscience qu'il y a un bon niveau de stress. D'ailleurs, Hans Selye, hein, le père du stress, c'est-à-dire lui qui a défini la notion de stress, il avait appelé ça en fait le stress. Ça s'écrit EU stress, c'est-à-dire c'est la bonne zone du stress. En anglais, ça s'appelle distress. Donc c'est vraiment le moment où on est bien activé, où on est, j'allais dire, très concentré, on est complètement focus sur ce qu'on a à faire. Tu Euh, alerte, quoi, en on est fait. Mmh. exactement, on est très attentif. À ce moment-là, on sent qu'on a le bon niveau d'énergie corporelle, c'est-à-dire corporellement, on sent que l'énergie est là, tu vois, pas trop forte, pas évidemment pas, elle te bloque pas, etc. Donc, moi, l'idée, c'est de beaucoup questionner la personne et après, c'est de lui proposer différentes pratiques de manière à ce que elle ait une boîte à outils. Si je prends la respiration, moi je connais au moins à peu près 50 formes de respiration différentes. Ok. Je connais deux, je pense, trois. Oh non, je pense que tu en connais plus que ça, beaucoup Ok. plus. Mais vraiment plus, je suis sûr. Il y en a énormément. Donc en fait, l'idée, c'est pas de les connaître toutes. L'idée, c'est que quand on a une dans sa boîte à outils, on peut avoir plusieurs tournevis de différentes tailles. Et ben avec la respiration, c'est un peu pareil. On a plein de formes de respiration. Et en fait, il y en a qui nous parlent plus, il y en a qui nous parlent moins. Et ben l'idée, c'est justement d'utiliser les formes de respiration qui sont celles qui nous parlent le plus, c'est-à-dire celles où on se sent le plus à l'aise avec. Hmm. Donc, bah ça, comme je disais tout à l'heure, je vais apprendre, je vais transmettre ce savoir à la personne. Elle devra s'entraîner. Et puis elle choisira elle me fera un feedback, elle me dira voilà, moi j'aime bien, par exemple, la respiration à 3 étages, hein, ce qu'on appelle la respiration complète. C'est quoi ça? La respiration complète, c'est le fait d'avoir une respiration qui part par le ventre, donc c'est-à-dire ventre, thorax, épaule. D'accord. C'est-à-dire on inspire, quand j'inspire, mon ventre se gonfle, je continue mon inspiration avec en remplissant bien l'air des poumons avec le torse qui est bien bombé. Et je monte les épaules, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle la partie scapulaire de la respiration. Donc ça fait vraiment ventre, thorax, épaule à l'inspiration. Et quand je souffle, je laisse bien retomber les épaules, je vide bien l'air des poumons et je creuse le ventre. C'est-à-dire le ventre, le diaphragme en fait remonte très très haut. Donc c'est une respiration qui fait beaucoup travailler le diaphragme. Et le diaphragme, c'est le muscle de la respiration, hein, voilà. Et plus il est souple, mieux c'est. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux nerf vague qui permet justement d'activer au niveau du cerveau la zone parasympathique, c'est-à-dire la zone parasympathique du cerveau, c'est le frein. Donc c'est celui qui permet de nous trouver du calme. Hmm. Ce nerf vague, en fait, il passe dans le diaphragme. Donc en fait, quand on a un diaphragme qui est complètement verrouillé par le stress, ce nerf, il est complètement cadenassé. Donc en fait, l'objectif d'assouplir complètement son diaphragme permet justement d'activer le nerf vague pour enclencher justement du calme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part du physique pour aller calmer quelque chose dans l'esprit.
complètement. Alors que souvent, on se dit ah, c'est absolument dans le cerveau que je dois faire quelque chose Mais, pour me calmer, quoi. mais là, Alors que là, tu me parles d'un truc vraiment physique, quoi. tu pointes exactement le point central de la sophro, à très juste titre. La sophro, c'est un équilibre tête-corps. Et donc, la sophro est de dire, quand je respire avec une intention. Et donc, le fameux schéma corporel, c'est-à-dire avoir conscience de son corps, c'est fondamental parce qu'effectivement, je vais utiliser mon corps pour réguler des choses que j'ai dans ma tête. Ok. C'est comme ça, par exemple, qu'on va pouvoir travailler sur ses émotions. Euh, s- le stress et les émotions, c'est deux choses vraiment différentes. Mais dans les deux cas de figure, on a ce qu'on appelle des marqueurs corporels. C'est-à-dire quand on est stressé, typiquement, je sais pas, on peut transpirer, on peut avoir les mains moites, on peut avoir le cœur qui bat vite, on peut avoir mal au ventre. Avec les émotions, pareil, hein. Quand je veux dire on est en joie, on a des marqueurs corporels qui Mhm. sont activés. Quand on est en colère aussi. Eh bien, par exemple, la sophro qui permet d'apprendre à avoir conscience de son corps, c'est par exemple juste déjà d'identifier ces marqueurs corporels. Parce que en fait, ces marqueurs corporels, c'est des petites sentinelles. Moi, j'appelle ça nos sentinelles. C'est-à-dire que quand, en fait, elles commencent à s'activer, en fait, c'est qu'elles savent, notre corps, il sait qu'il y a quelque chose. Et donc, si on sait l'écouter, très vite, on sait faire quelque chose. On Hmm. sait essayer de prendre une mesure Ça, c'est pour... des signaux qu'on peut utiliser pour Exactement. enfin, pour comprendre et ensuite s'auto-réguler, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que, je pense à ça parce que je l'ai vu passer, mais et donc j'avais vu qu'on nous conseillait de sourire le matin au réveil. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourrait fonctionner? Ah, ça fonctionne totalement. C'est vrai? Alors Ah ouais, là, ok. pour le tout... Je disais ça en rigolant, mais Alors, ouais. pour le coup, ça fonctionne complètement. Il faut savoir qu'il y a des études très très sérieuses qui ont montré que le fait de sourire avait des effets extrêmement bénéfiques pour soi et dans les interactions qu'on a avec les autres. Ok. Et en triathlon, donc moi j'en ai fait beaucoup, là T'en j'en fais fais moins. 90, j'ai regardé sur ton Voilà, site. voilà, Quand même. voilà. Donc, mais là j'en fais un peu moins. Mais par exemple, il y avait une athlète qui s'appelait Chrissy Wellington. Mhm. Et sur Ironman, sur format Ironman, moi j'ai eu la chance de la croiser en course. Quand quand tu la vois courir le marathon avec la banane, elle sourit, mais véritablement elle sourit. Et c'est pas un rictus, c'est-à-dire vraiment, c'est un état d'esprit. Alors que elle est quand même à des allures stratosphériques et que très certainement son corps lui renvoie plein de signaux de j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, etc., etc. Et en fait, on voit bien, enfin, elle, c'était vraiment l'image, et l'illustration du bénéfice en fait de courir en souriant Hmm. et des bénéfices. Euh, dans le dernier numéro d'un des journaux, je crois que ça s'appelle Psycho Magazine ou de Cerveau et Psycho, justement, il y a toute une étude sur les bénéfices de sourire dans nos activités de tous les jours. Tu me fais le pont avec le triathlon. Bah, comme tu l'as dit, tu en as fait plus de 90. Tu as fait des Ironman. Toi, Mhm. tu utilises tes propres techniques pour toi, pour faire ces Ah ouais, courses-là? plein, plein. Plein, Ah ouais. ouais. Tu aurais des exemples de comment tu l'as appliqué? Parce que justement, je trouve ça hyper intéressant de faire l'opposition, juste le lien, justement le lien entre le triathlon, qui est un sport d'endurance dur, avec la sophrologie qui pourrait être, dans les a priori, quelque chose de plutôt relaxant, détente, tu vois. Moi déjà, par exemple, j'utilise des techniques de sophro pour arriver à rester concentré et ne pas avoir trop de pensées parasites. Donc déjà, par exemple, moi, je l'ai utilisé en natation. Parce que la natation, c'est toujours la discipline où je suis le moins fort. Euh, alors maintenant, ça a un peu changé en triathlon. Mais moi, à mon époque, on faisait ce qu'on appelait la mass start. C'est-à-dire qu'on partait tous en même temps. D'accord. Et donc, c'est comme une énorme lessiveuse, hein, Ouais. dans laquelle tout le monde est là. On se donne des coups, etc. C'était quelque chose qui faisait, moi en tout cas, avait tendance à me faire monter le stress Ouais. très très fort. Et même donc le stress, mais d'un point de vue très physique, hein, c'est-à-dire mon cardio.
J'avais une montre cardio, je regardais mon cardio, il montait Monter, mais ouais. à des allures folles. Donc le fait d'arriver à rester, à trouver son rythme et à avoir, justement sur la nage, ce qu'on appelle poser sa nage, mais mentalement, c'est-à-dire pour moi qui était d'arriver à me calmer, et de rester concentré, c'était hyper important. Et ça, tu Je as travaillé avec des techniques de visualisation, Des techniques de visualisation, Ouais, ok, exactement. ok. Que j'utilise aussi, par exemple, en course à pied. Parce qu'en course à pied, en triathlon, bah, je veux dire, c'est pas la même chose que un semi-marathon ou un marathon sec, c'est pas la même chose qu'un semi-marathon ou un marathon enchaîné après le vélo. Je veux bien te croire, ouais, Et après donc, 180 km de vélo, ouais, je veux bien te voilà. croire, ouais. Et donc là, en fait, le mental, très vite, il commence à nous raconter des histoires, quoi. Et donc, on peut très vite avoir des pensées parasites, etc. Donc, par exemple, des techniques qui permettent de rester très concentré, de laisser de côté les pensées parasites. Sur la partie course à pied, moi, j'en ai utilisé plusieurs. Mais par exemple, tu vois, on parle souvent du mur sur marathon à partir du 30e. Alors, après un triathlon, j'imagine pas, ça va être encore pire. Mais tu te dois dire, j'en ai marre, j'ai mal, Voilà, j'en peux plus. exactement. Comment toi tu faisais pour combattre ces pensées? Puisque ça va parler à tout le monde pour le coup. Ben moi, par exemple, j'avais ce qu'on appelle un lieu ressource, c'est-à-dire une image ressource, Hmm, une image d'un endroit que j'avais vraiment travaillé en visualisation. ouais, Et en fait, pendant que je cours, je me projette cette image comme si je regardais une série Netflix. ok. Mais ça, par contre, ça demande de l'entraînement, Oui, ça effectivement, demande de pour que ce l'entraînement. soit précis dans. Voilà. Ouais. Et puis, bah, j'avais aussi travaillé, donc, comme j'expliquais, le fait de se projeter dans la réussite de ma course. Eh bien, je vais dire, j'activais aussi, ces étapes parce que dans ces étapes de préparation du fait de réaliser ma course, j'avais, imaginé ce fameux «what if» comme on dit en anglais, c'est-à-dire ce «et si», c'est-à-dire «et si quand je suis sur mon marathon, ben, effectivement, les pensées parasites s'activent parce que, je commence à avoir mal aux cannes et je sais que pour autant, il me reste encore 1 heure et demie ou 2 heures à courir. Hmm. Et donc là, comme je me suis préparé mentalement et j'ai mis en place, des choses, par exemple, pour arriver à lutter contre ça, beh, je l'active pendant la course. C'est en ce sens que je dis que les techniques de sophro, on les active pendant Hmm. l'événement. À vélo, moi, par exemple, j'utilisais beaucoup de techniques de respiration à vélo, puisque sur un vélo de contre-la-montre, on a une forme qui fait que le diaphragme, il est quand même assez Compressé. compressé. Ouais. Donc, si en fait, on veut pas changer de posture, c'est-à-dire si on veut pas se redresser complètement sur son vélo et donc Et perdre ralentir et potentiellement. ralentir, Hmm. si on veut rester en posture, bah en fait, il faut vraiment s'entraîner à la respiration pour rester avec un diaphragme souple. Hmm. Surtout qu'à vélo, ben, je vais dire, sur le format Ironman, on n'est pas à des allures cardio de dingue. Au contraire, on cherche à rouler à un certain niveau de puissance quand on a un capteur de puissance sur le vélo. Et donc, on est plutôt au contraire dans une zone cardiaque où on peut travailler en même temps qu'on pédale sa respiration. Et ça a aussi un deuxième effet qui est pas négligeable, sur le format Ironman, c'est que ça favorise, le fait de pouvoir ingérer, c'est-à-dire de pouvoir se nourrir. Et ça, c'est pas, ouais, c'est super important, ouais. C'est-à-dire Dans les qu'on sports peut d'endurance. voilà, Ouais. sur un sport d'endurance, c'est important de pouvoir, faciliter le fait de pouvoir se nourrir et s'hydrater. Or, par exemple, si on a un diaphragme qui est complètement verrouillé, bah, il a tendance quand même à verrouiller aussi les viscères et donc, tout le système digestif, déjà, il peut être perturbé par plein d'autres facteurs, Mhm. la Oui, chaleur, souvent. Hmm. La voilà, sécheresse, ouais. la durée de l'effort, et cetera. Mais si en plus, d'un point de vue mécanique, il est verrouillé parce qu'on a un diaphragme verrouillé, bah, on se rajoute une contrainte, supplémentaire, Tu quoi. faisais du coup des exercices de respiration en entraînement sur ton vélo en Ouais, position. tout à fait. Ok, ok, d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, Tu quand, respirais comment du coup pour justement pour comprendre ceux qui font du triathlon comment tu t'entraînais? bah, moi, par exemple, une des respirations que je faisais, à l'entraînement quand je suis en position, c'est ce qu'on appelle la respiration, abdominale. C'est-à-dire la respiration abdominale, c'est quand j'inspire, j'ai le ventre qui se gonfle et quand je souffle,
j'ai le ventre qui se dégonfle. Ok. Ouais. Voilà. Donc vraiment, j'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, le ventre se Ça, c'est dégonfle. pas la respiration normale à la base. J'avais entendu ça, que Alors, ça devrait être un peu naturel. alors cette respiration, au départ, elle nous est normale parce que en fait, c'est quasiment la forme de respiration des bébés dans le ventre de la Ah maman. oui, c'est pour ça que j'avais entendu ça. Ok. Donc en fait, sauf que dès que, je dirais, on naît, on va avoir la respiration thoracique classique, Mm. c'est-à-dire, de toute façon, l'air est toujours dans les poumons, hein, on Mm. n'a pas d'air Ah en oui, bas. ouais, ouais. Notre air, l'air est toujours dans les poumons. Puisque, en fait, quand on a le ventre qui se gonfle ou qui se dégonfle, c'est parce que c'est le diaphragme qui bouge, en fait, et Mm. qui pousse De les haut en bas. viscères, ou au contraire, qui laisse de la place aux viscères. Donc, voilà. Mais effectivement, naturellement, on va avoir tendance à avoir une respiration thoracique. Et moi, je le vois, cette respiration abdominale qui est pourtant assez facile à acquérir, souvent les personnes, elles ont complètement oublié. Mm. Et pourtant, cette respiration, c'est la base de la respiration apaisante. Elle est extrêmement puissante pour arriver à se calmer et à s'apaiser. Ok. Et elle a un intérêt aussi, c'est qu'elle permet d'assouplir le diaphragme. Ok. Et donc, pardon, je t'ai coupé, mais donc tu utilisais cette respiration Ouais, sur c'est-à-dire que moi, ton quand je vélo, faisais quoi. des sorties Ouais. le dimanche d'entraînement, il y avait des moments, alors que j'étais en position aéro, je faisais exprès d'avoir des exercices de respiration où j'avais cette respiration-là pour bien l'ancrer, pour arriver à la faire, pour que ce soit quelque chose que je puisse activer régulièrement. Alors après, je faisais pas toute ma course vélo avec cette respiration-là. Mm. Je laissais ma respiration naturelle après prendre le pas, hein, bien sûr. Mais il y a certains moments sur mon parcours vélo, ouais, j'utilisais Mm. volontairement cette respiration. Mais ça veut dire comment dans ta palette? Après, tu sais que tu peux utiliser si Oui, besoin. Mais ça veut dire qu'il faut aller à l'entraînement avec une intention. Enfin, et y exact. penser, quoi, tu vois. Et génial. Mm. Ce que tu dis est génial. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, tout entraînement, ça souvent en prépa mentale, on en parle, hein, c'est même un entraînement, il y a une intention. C'est-à-dire que quand je vais à l'entraînement, j'y vais pas juste pour faire des exercices. J'y vais avec une intention derrière ça. Et quand je vais utiliser certaines formes de respiration, je les utilise avec une intention aussi. Je Et crois que voilà, c'est la différence finalement dans les niveaux en compétition ou dans les oui, sports. Je pense qu'on le voit oui, surtout là, en fait, entre un exactement. amateur et un C'est amateur moyen, un amateur plus et un professionnel. c'est très Je juste. pense que c'est là qu'on le voit. Parce que moi, Exactement. j'ai fait du foot à un petit niveau et moi, j'allais à l'entraînement pour jouer à la baballe, quoi, tu vois. Et je pense que les Mmh, footballeurs de très haut niveau, ils ont une intention mmh. presque à chaque mouvement, en fait. Ouais, mais les athlètes de Mm. très haut niveau dans toutes les Ouais. disciplines, et je partage ton point de vue, ils y vont parce que c'est ça qui fait la différence avec le très très haut niveau. Il y a une intention même à l'entraînement. Mais toi, tu interviens à l'INSEP, tu dois le voir avec les jeunes, Oui. je pense. Mais ça, c'est Mm. impressionnant à leur âge aussi, cette maturité. Oui, et après, bah, c'est quelque chose, ça se développe, hein. Oui, aussi. Mm. Faut en avoir conscience, faut l'apprendre. Euh, il y a un peu une forme de rigueur, etc. Et en même temps, il faut pas tomber dans un carcan, toi, où tu verrouilles tout, puisque il y a certains athlètes, je dirais, leur puissance, elle est dans leur créativité, elle est dans le fait de leur laisser beaucoup de liberté. Mm. Il y en a, au contraire, leur pleine puissance, ils vont le donner dans quelque chose de très cadré, de très protocolisé. Puis au contraire, tu en as d'autres, il faut leur laisser plus de liberté. Ouais, c'est Donc tranquille. Ouais. voilà, donc il faut arriver à trouver à chaque fois le bon curseur. Et c'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout au protocole tout fait, quoi. Mm. C'est-à-dire que si tu n'es pas en co-construction à chaque fois avec ton athlète ou avec ton dirigeant sur les différents sujets, tu as forte chance de passer à côté, quoi. Ouais, chacun s'exprime un peu de manière différente Ah ouais, sur ces techniques. On va parler, je vois que le temps passe vite. Je voulais parler du sommeil avec toi. ouais, Gros sujet de société, ouais, avec les téléphones, complètement. les sorties dans les bars, voir les copains, Ouais. une Ça, forme c'est pas d'hyperactivité. grave, ça, Ça, c'est pas grave, de temps en temps, il faut, hein. c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme d'hyperactivité. Voilà, ouais. On dirait que le sommeil, voilà, il faut essayer de le repousser toujours un peu plus. Mm. Comment la sophrologie peut aider justement à mieux s'endormir? Alors, potentiellement, ça peut être à cause du travail aussi, hein. Mm.
Et donc, tu dis que c'est un des troisièmes piliers, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le sujet que moi j'ai souvent à traiter au cabinet, hein. Mm. Euh, bon, déjà, je dirais, il y a les facteurs qui permettent d'envisager enfin, une bonne nuit, quoi, qui permettent. Donc, ces facteurs, c'est le fait d'avoir des heures de coucher le plus régulières possible, le fait d'avoir une température basse dans la chambre, l'endroit où on va dormir, le fait qu'il fasse nuit, enfin, limiter la lumière, le fait qu'effectivement tous les écrans devraient être non, enfin on devrait plus consulter des écrans à peu près 2 heures avant de s'endormir. Voilà, si on veut vraiment, surtout aussi ne pas avoir son téléphone à côté de soi, parce que en fait le téléphone émet, même en mode avion, il émet encore des vibrations. Ah, c'est vrai. Ouais. Ok. C'est-à-dire, Intéressant. Parce que c'est-à-dire moi, je le mets toujours en mode avion, mais non, en fait, pas suffisant, moi, quoi. enfin, j'ai un peu étudié le sujet dans une clinique du sommeil où en fait les gens étaient vraiment, pour le coup, équipés quoi, de capteurs. On se rend compte que même en mode avion, ça émet. Et donc ça perturbe le cerveau, puisque notamment bah, dans le sommeil, hein, il y a plusieurs phases, hein, la phase de sommeil léger, de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Et dans la phase de sommeil paradoxal, ça porte ce nom-là parce que en fait, le corps est relâché, mais le cerveau est complètement il est hyperactif. Hmm. C'est là où l'activité électrique du cerveau est la plus développée dans le sommeil. Je savais C'est le pas. moment des rêves, c'est le moment où voilà, il se passe tout ça. Il y a vraiment une activité électrique intense. Et là, par exemple, on voit bien que si on a un téléphone à côté, ça vient complètement perturber le schéma du sommeil et le schéma du cerveau. Donc, idéalement, il faudrait avoir un téléphone éteint. Dans une autre pièce. Voilà, dans une autre pièce et donc avoir un autre système de réveil Ouais. que ça, parce que souvent les gens, l'argument est de dire oui, mais c'est mon réveil, C'est ce que j'allais te dire. je Mais l'entends, oui. hein, je l'entends, donc Mais un voilà, réveil traditionnel, quoi, en fait, hein. voilà. Hmm. Ah bah oui, ça, ouais. Donc ça, j'allais dire, c'est les conditions pour un bon sommeil, qu'on fasse de la sophro ou pas de sophro, voilà, c'est les conditions idéales. Euh, et après, ben, la sophro, bah oui, par exemple, on va avoir des techniques de respiration en sophro qui permettent justement de favoriser l'endormissement. Parce qu'en plus, euh, au départ, la sophro se pratiquait allongée. Du temps de Caicedo, il y avait beaucoup de sophro qui se pratiquaient allongée. Or, justement, quand on maîtrise bien cet état de relaxation et de respiration, ben, les gens arrivaient à la frontière avec le sommeil. Et donc, quand on est vraiment allongé, on s'endort. C'est ça que je finis ma parenthèse, mais les séances de sophro, maintenant, en cabinet, on les fait ou assises ou debout. Ok. On les fait quasiment plus allongés. Voilà. Pour bien garder le fait d'être en état de conscience, en fait. Puisque en sophro, une fois de plus, quand on est ce qu'on appelle en état de conscience modifié, on perd jamais le contrôle de son corps, hein. Hmm. C'est-à-dire, on l'entend, on entend tout. C'est pas de l'hypnose Ah non, non, pas pure. du Ouais, tout. ouais, ouais, ok. Ah non, on perd pas Ok. du tout le contrôle de son Hmm. corps. On fait pas faire n'importe quoi. Hmm. Je veux dire, la personne, elle est dans cet état de conscience modifié, mais elle a complètement conscience de son corps. Donc pour le sommeil, ben oui, il y a des techniques de respiration qui fait que quand on est en mode allongé, ça va amplifier le sommeil. Il y a une technique qu'on appelle le training autonogène de Schutz, qui a été créé par Schutz, mais qui est utilisé en sophro, qui permet justement aussi de favoriser le relâchement et de favoriser l'endormissement. Ça ressemble à quoi, à peu près, comme. C'est un protocole où en fait, à la fois on respire et on cherche à ressentir la lourdeur de nos membres. Le fait de ressentir l'engourdissement de nos membres quand justement on est en train de se relâcher complètement. Ok, comme un scan corporel. Voilà, Ok. exactement. Et c'est d'ailleurs ça, Hmm. on le, cette forme de lourdeur, par exemple, des membres, on le fait sur plusieurs parties du corps dans le training autogène. On va aussi ressentir, par exemple, la bonne température. Il y a des gens, ils préfèrent un peu la fraîcheur, il y en a, c'est plutôt une forme de tiédeur. Donc, en fait, on va chercher à activer cet élément-là Ok. chez eux. Euh, on va activer aussi, par exemple, des images mentales.
au lieu de compter des moutons, hein, on peut se projeter une image. On peut avoir une image, en fait, qui est vraiment une image de détente, une image apaisante, etc. Donc, ça fait partie, voilà, de toute la palette, entre autres, de techniques de sophro. Et donc, il y a des athlètes, des athlètes, enfin, des athlètes ou pas que des athlètes, mais des personnes qui arrivent presque à s'endormir, pas Ah ouais? automatiquement, mais Ah ouais? ouais, ok. Ah ouais, c'est-à-dire C'est que, génial. c'est-à-dire avec une fois que tu as appris ces techniques, que tu t'es entraîné, etc., eh ben, je dirais, tu fais ton propre cocktail, Ouais, quoi, ouais, ouais. ta propre routine d'endormissement. Et voilà. Ça peut être très utile hein, pour des personnes. Donc ça, c'est exactement Ouais. très utile à l'endormissement. Mm. Et après, la deuxième problématique, c'est les réveils pendant le sommeil. Donc là, en fait, contrairement à ce qu'on croit, euh, si on a un réveil, qu'on se lève par exemple pour aller aux toilettes, qu'on marche un peu et qu'on se recouche, on a de très fortes chances de n'avoir aucun problème pour se rendormir. C'est-à-dire qu'il faut pas. L'idée reçue serait de se dire il faut que je reste dans mon lit. Non. Une fois de plus, si on a un réveil dans la nuit, c'est plutôt pas mal de se lever, d'aller aux toilettes, de boire un verre d'eau, par exemple. Surtout de ne pas rallumer un écran, hein. Alors, surtout pas. C'est le pire truc. La pire des choses à faire. De revenir se coucher. Ah ouais, ok. Et quand on cherche à se recoucher, on peut réutiliser les fameuses techniques de tout à l'heure. Voilà. Et grosso modo, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut essayer 10 minutes, un quart d'heure. Si en fait, au bout d'un quart d'heure, on a vraiment l'impression qu'on tourne dans tous les sens et on n'arrive pas à se rendormir, bah, c'est certainement que en fait, on a un peu raté un cycle du sommeil, puisque en fait, le sommeil, c'est à peu près des cycles d'1h30 Ouais. qu'on enchaîne. Et donc, ça veut dire qu'on a raté un cycle, puisque en fait, chaque cycle, il y a ce qu'on appelle une porte d'entrée. En fait, c'est-à-dire il y a un moment plus favorable pour rentrer dans le cycle. Et donc, probablement qu'on l'a raté. Et là, bah, la meilleure des choses, c'est de sortir du lit, Ah, si on peut, carrément. carrément. C'est de sortir du lit, c'est de se mettre à un endroit dans son salon, d'aller bouquiner, Ouais, c'est ce que j'ai dire. d'aller Ça, faire ouais, ouais. quelque chose. Ok. Même dans les moins, enfin, c'est moins bien, mais à la limite, si c'est regarder un peu la télé, bah, c'est regarder la télé. Le mieux, c'est quand même de lire. Hmm. C'est plutôt l'activité qui est pas mal. Et dès qu'on ressent un signe De retourner. de fatigue, Ouais. c'est-à-dire on bâille, on a les yeux qui clignotent, clac, tout de suite, on va se recoucher. Ah ouais, ok. Hmm. Mais c'est vraiment de sortir du lit. Pourquoi? Parce que le cerveau, il matérialise que le lit, c'est fait pour dormir. Voilà. Et donc, si je sors quand je suis réveillé puis que je me recouche, ça aussi, le cerveau, Ah, il va se dire, ah là, il faut que je me rendorme. exactement, il Ouais. rematérialise bien que, ok, je repasse dans cette position allongée dans mon lit et effectivement, c'est un petit facteur, j'allais dire psychosomatique, quoi, qui fait que je réenclenche cette logique du sommeil. Génial. Le temps est passé très très vite, Pierre. On va conclure cet épisode. Merci déjà d'avoir Merci beaucoup, hein. pu décrire, Ça- je pense, un peu toutes les palettes hein, que la sophrologie peut adresser. Est-ce que tu veux conclure quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu as envie d'ajouter à cet épisode? Bah, moi, je pourrais juste, là, comme c'est les JO d'hiver, enfin, c'est absolument extra. Moi, je suis toujours ébahi de voir comment les athlètes utilisent leur mental pour la performance. Je ne les connais pas, je ne sais pas s'ils font de la prépa mentale ou pas, mais une chose qui est sûre, c'est que quand on voit des performances, moi, je sais dire que oui, à ce moment-là, ils ont utilisé leur mental, quoi. Ouais. Ils ont utilisé des ressources en eux pour arriver à faire des choses. Et ça, moi, je suis toujours très admiratif de ça. Ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'est le biathlon. Parce que Ouais, l'effort qu'ils mettent et d'un coup réussir à se calmer pour tirer, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. ouais, Et quand tu rates, après, de ne pas paniquer, te remettre dans ouais, le truc pour réussir à faire les. Enfin, c'est complètement, impressionnant. Quoi. complètement, complètement. Entre la puissance et le calme, je trouve ça. Ouais, complètement. Ça, c'est vrai que c'est un Ouais. sport pour moi. J'ai la chance d'accompagner des biathlètes, mais pour moi, C'est super intéressant. c'est Alors. extrêmement Ouais. intéressant, c'est extrêmement riche.
Merci Pierre. Merci beaucoup, À Guillaume. bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.